House of Dragon saison 3. Il faut savoir que j'ai lu le bouquin. Voilà, c'est le préambule, je le dis maintenant. Euh, Ça va peut-être un petit peu influencer ce que vous allez penser de ce que je vais dire. C'est que avec, par exemple, bon, House of Dragon saison 1, je l'ai trouvé très bien. Il y avait des bonnes trouvailles, il y avait des bonnes adaptations, il y avait des choses qui divergeaient du bouquin de base, ce qui est normal parce que le bouquin de base n'est pas un bouquin classique, c'est un faux roman historique qui en fait et c'est comme s'il existait dans l'univers du Trône de Fer. Donc en fait, ça dit en fait ça justifie en mode ah ben c'est un maître de la Citadelle qui a écrit un bouquin sur la dynastie des Targaryens et il a dit ben en fait avec les sources qu'on a eues, ben en fait il a pu se passer ça à ce moment-là ou c'était peut-être à cause de ça. Donc voilà, donc c'est à chaque événement qui s'est produit, c'est selon les sources, selon les gens qui sont là. Et House of Dragon prend une partie de ce bouquin-là, parce que Feu et Sang, donc c'est le nom du bouquin, va de la conquête d'Aegon et donc le premier roi Targaryen de Westeros jusqu'à Aegon III. Et la danse des dragons, donc ce qui est dépeint dans la série, c'est une partie du bouquin. Et durant cette partie-là, il y a trois sources majeures d'informations. Il y a le septon Eustace, il y a un mestre, un septon et un bouffon qui s'appelle Champignon. Et donc voilà, tout le bouquin, c'est en fait selon telle source ça s'est passé comme ça, selon telle source ça s'est passé comme ça et machin. Donc c'est un récit qu'on ne connaît pas de manière objective. Il n'y a pas, voilà. Même les bouquins principaux de la série principale, c'est des points de vue. Donc il y a toujours un peu de subjectivité. Mais là, pour le coup, c'est vraiment. Il y a plusieurs interprétations à chaque fois. Et là, la série a dû trancher. Donc voilà, il y a toujours eu des choix d'interprétation. En première saison, il y a eu des très bons choix d'adaptation, notamment au niveau du rôle de Viserys, donc le roi qui était au début de la série. Meilleur que dans les livres, je le dis, j'ai aucun problème à le dire, meilleur que dans les livres. George R. R. Martin l'a dit aussi, c'est un meilleur personnage que dans mes bouquins, donc voilà. Arrivé la saison 2, on a commencé à voir des failles en termes d'adaptation qui là pour le coup m'ont beaucoup moins plu. Et au fur et à mesure de cette saison 3, je me suis dit, j'ai eu un petit peu c'est un peu le baiser de la mort, mais je me suis dit, en fait, maintenant la série est trop éloignée de ce que le livre a fait, malgré le fait qu'il y a toujours un petit peu de mou en termes de choix, d'adaptation, que je me suis dit, je vais prendre la série comme vraiment sa propre chronologie et je vais arrêter de comparer tout le temps parce que je vais me faire du mal. Et oui, j'ai eu raison de faire ça parce qu'il y a pas mal de choix de motivation de personnages qui sont vraiment pas très logiques. Malgré quand même des qualités dans la série, faut pas déconner, mais avec cette conscience de je débranche un petit peu la partie de toujours comparer et je me dis ok, profite du spectacle et cherche pas trop à comprendre. Ça passe mieux, mais j'aurais pas dû avoir cet état d'esprit là. Parce que normalement, ben, les écrits de Martin sont suffisamment bien ficelés pour que tu puisses quand même avoir ton cerveau qui fonctionne et ce soit encore très bien quoi. J'ai pas lu le bouquin, en gros cette saison 3 est mieux que la 2, moins bien que la 1, mais franchement c'est pas fou. Ouais, saison 3 meilleure que la 2, ça c'est sûr, moins bonne que la 1. Et ouais, globalement, c'est une série qui est très jolie, la musique est très bien, mais en termes de développement, il y a il y a deux youtubeurs que je regarde régulièrement parce qu'ils parlent de cette série, c'est Glidus et Altshift X, et ils ont un petit peu résumé le truc en mode, en termes d'histoire, House of Dragon, il y a quand même des choix qui sont quand même pas très logiques, qui ont des failles en termes scénaristiques. Par contre, en termes de scène, c'est toujours très bon. À chaque fois qu'il y a des dialogues, les dialogues sont bien écrits, les gens jouent bien, donc les scènes individuelles sont bien, mais quand tu essaies de faire sens de tout ce qui se passe et pourquoi et du comment, là ça commence un petit peu les rouages, ils commencent un petit peu à déconner. Oui, par contre, les dragons, ils ont géré ça alors heureusement, parce que c'est quand même la danse des dragons, il y en a beaucoup, mais en termes de design de dragons, de design sonore, à quel point ils sont différents, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des gris, il y en a des bronzes, il y en a qui ont un long cou, il y en a qui sont énormes, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui ont des cornes, il y en a qui ont d'autres cornes mais d'une autre manière, il y en a qui il a une gueule avec la mâchoire inférieure beaucoup plus prononcée, enfin, niveau des dragons, rien à redire, c'est vraiment excellent, et même techniquement, il y a beaucoup de plans qui sont très impressionnants, donc là-dessus. Il y en a un, il est vieux. Oui, Veigar. Oui, Veigar, c'est un espèce de gros lézard et il est très très vieux. C'est le plus vieux d'ailleurs qui est connu. Donc, j'ai divisé ça par personnage parce que sinon c'est un peu le bordel si j'allais diviser ça par épisode. Au niveau des personnages principaux, côté
du clan des Noirs, hein, donc cette guerre civile des Targaryens oppose le clan des Noirs au clan des Verts. C'est pas des noms officiels, mais c'est plus simple à le retenir comme ça. Le leader des Noirs, c'est donc la reine Rhaenyra et son mari slash oncle, oui oui, vous avez bien entendu, le prince Daemon Targaryen, donc déjà interprété par Matt Smith, acteur mon docteur préféré, donc voilà évidemment. Et puis il est très très bon même dans House of Dragon, donc voilà, rien à redire. Donc au niveau de ces deux personnages-là, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment au niveau de Rhaenyra. Il y a certains choix qu'elle fait qui sont pas très logiques, notamment vis-à-vis du personnage d'Alicent, où c'est là vraiment où c'est un petit peu l'un des gros changements de cette série. Et un petit peu là, j'ai un peu l'impression que les scénaristes de la série inventent des prétextes pour garder Alicent dans le récit, pour qu'elle fasse des choses avec des décisions, je trouve, un petit peu stupides, hein, qui n'ont aucun sens. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-là des livres, enfin à ce stade-là dans les livres, elle ne fait plus rien. Donc je pense qu'ils ont dû trouver des mécanismes pour qu'elle soit encore là, mais ça n'a pas trop de sens. Donc Rhaenyra vis-à-vis d'Alicente, ça continue de faire des choix que je ne comprends pas. Par contre, en termes d'évolution de personnage, on voit bien que l'évolution qu'ils veulent raconter est au moins plutôt bien traitée. Une sorte de descente aux enfers, un petit peu de paranoïaque. Commencer un peu à se méfier de tout le monde, un petit peu à s'enfoncer un petit peu dans sa propre hype, hein. C'est en mode genre, ben en fait j'ai pas sacrifié tout ce que j'ai sacrifié pour rien, donc elle y va encore de plus en plus. Donc là, pour le coup, ça raconte vraiment une sorte de vraie évolution vers un leader beaucoup moins sympathique, beaucoup plus tyrannique, beaucoup plus froid. Ce qu'aurait déjà dû faire Game of Thrones avec Daenerys, mais a complètement rushé cette évolution-là. Là, pour le coup, on voit plus l'évolution du personnage. Emma Darcy, excellente actrice. Oui, je pense que vu qu'elle est non-binaire, je pense qu'actrice, ça peut bien placer en français. Excellente actrice. Ah, non, excellente actrice. Il faut que j'imprime ça. Aucun. De toute façon, je pense que tous les acteurs dans la série sont très très bons. Je pense que j'aimerais répéter là-dessus. Euh, Notamment aussi, alors, point commun qu'il y a avec Daemon dans cette saison, qu'ils ont pas mal de dialogues en haut valérien, donc une langue inventée qu'il a fallu apprendre, hein, pour les scènes. Et ils ont quand même quelques scènes qui sont parfois assez longues. Et les deux acteurs, que ce soit Matt Smith ou Emma Darcy, ça gère vachement bien. Donc chapeau à eux parce que c'est pas évident. Donc voilà, Rhaenyra, quelques choix qui n'ont aucun sens, mais dans des scènes qui sont toujours assez poignantes et aussi bien exécutées. Et Daemon, c'est peut-être ma saison préférée avec Daemon parce que, alors on l'a vu un petit peu sous ses angles les plus horribles durant les deux saisons précédentes, hein, toutes les horreurs qu'il a fait pendant la guerre, l'assassinat du petit en début de saison dernière. Enfin voilà, on l'a vraiment vu faire les pires ordures et aussi pas forcément être les meilleurs des pères. Et là, pour le coup, je trouve que dans cette saison, on voit un petit peu son côté un petit peu plus humain parce qu'à la base, Daemon Targaryen, en tout cas, il est qualifié très vite comme et fait d'autant de lumière que d'ombre. Donc un peu 50-50 en mode il est à la fois terrible et grandiose. Voilà, il a toujours été décrit comme il a ces deux aspects en lui. Il peut faire des grandes choses comme être un gros tocard, un gros connard même, hein, jusque-là. Et jusqu'à présent, on avait vu ses côtés les plus sombres, mais pas beaucoup ses côtés un petit peu plus attachants, un petit peu plus lumineux. Et là, on le voit vraiment comme un vrai meneur d'hommes. Alors, on l'avait déjà vu un petit peu comme meneur d'hommes, et on voyait bien qu'il avait la capacité de s'accaparer l'adoration, la fidélité de ses hommes. Ça continue dans cette saison. On le voit que c'est vraiment quelqu'un qui apprécie les hommes avec qui il se bat. On voit qu'il est charismatique. On voit qu'il est vraiment convaincu par les combats qu'il mène, etc. On le voit aussi, c'est de protéger une de ses filles vis-à-vis de situations assez complexes, vis-à-vis de voleurs de moutons, voilà, de tout ce qu'elle a pu faire. Donc on voit un petit peu ses côtés plus loyal envers sa famille. Même au niveau de Rhaenyra, il a enfin réglé ses problèmes de j'arrête de foutre la merde. Il continue de foutre un petit peu la merde, mais il s'est quand même calmé. Donc on voit un petit peu plus ses côtés lumineux et ça fait un petit peu du bien, ça fait du contraste dans ces personnages-là. Donc voilà. Niveau personnages principaux de la team des Noirs, voilà, Rhaenyra fait vraiment des vis-à-vis d'Alicent, elle fait vraiment des trucs qui sont stupides. Mais bon, à part ça, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal.
fidélité de ces hommes, le coût des manteaux d'or pas payés et nourris depuis des semaines, et ensuite traité. Alors oui, vis-à-vis des manteaux d'or, mais le problème c'est que tu vois que ces mêmes manteaux d'or sont quand même restés loyaux pendant un moment alors qu'ils étaient plus payés, etc. Et oui, après, une fois qu'ils sont partis, je pense que voilà, Daemon, si t'es loyal envers lui, Daemon sera loyal envers toi. Alors, la situation du fric, il pouvait pas y faire grand-chose. Donc voilà, mais je pense que oui, par contre, il prend assez mal le rejet et l'abandon, ça c'est clair. Mais je pense que voilà, quand tu le vois avec l'armée du Nord ou du Conflant, ça se voit que voilà, il chante avec ses hommes, machin. Quand il apprend la mort de Simon Strong en début de saison, ça se voit qu'il a l'air touché par la nouvelle, même aussi à un moment il perd une autre personne qu'il considère comme son ami. Ça se voit qu'il est touché hein, par ce décès-là. Donc ça se voit qu'il est humain malgré tout. Donc ça fait un petit peu plaisir de voir qu'il est humain. Tout à fait, c'est l'acteur de Link à gauche. Donc c'est lui qui va jouer Link dans le film Zelda prochainement. Et c'est aussi, alors oui, alors j'ai déjà fait une vidéo sur les trois premiers épisodes, donc je vais un petit peu spoiler ce qu'il y avait dans ces eaux-là. C'est le quatrième fils de quatrième enfant de Viserys et Alicent, donc c'est Daeron, qui n'a pas les cheveux blancs et je sais pas si c'est de la teinture ou pas, c'est pas expliqué, donc peut-être qu'il est juste brun comme sa mère et que c'est juste pas de la teinture. Donc voilà, c'est bel et bien Daeron qui est sous la garde de Ormund Hightower qu'on voit en haut à droite, accompagné par John Roxton dit le Hardy, voilà qu'on voit à l'arrière avec la coupe au bol, etc. C'est aussi Brasso dans Andor, hein, John Roxton, donc voilà tout de suite je kiffais le personnage parce que bah, Brasso c'est le bro. Là aussi, je pense que c'est un des meilleurs aspects de. Non, c'est pas la relation, elle est claire et nette. Il n'y a pas de problème de bâtardise, quoi que ce soit. C'est le dernier enfant d'Alicent et Viserys qui a grandi à Old Town, donc ville vieille, je crois que ça c'est en français. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu jusque là. Mais il n'y a pas de, voilà, c'est pas, voilà, c'est un enfant tout à fait légitime. 4 saisons de prévues. Et quatrième saison, là aussi en 8 épisodes. Je vous avoue que je vois pas comment ils vont tout boucler en 8 épisodes sans que ce soit méga rushé. Mais bon, hein, ça, c'est le management chez HBO, je pense. Je sais pas d'où ça vient ces décisions-là, mais bon, voilà. Donc, voilà, donc là on arrive du côté des Verts. Donc, avec Daeron Targaryen et Ormund Hightower. C'était parmi mes scènes préférées dans la saison, parce que là, pour le coup, Ormund Hightower, excellent ajout, je trouve. Déjà, l'acteur le joue très très bien. Il y a un petit côté Dennis Reynolds de It's Always Sunny in Philadelphia. Voilà, il a un truc avec les odeurs, il est très colérique, il a un caractère très. Enfin voilà, c'est un petit con quoi. Sous une couche de calme en fait. Donc en fait, il est normal, mais dès qu'il y a un petit truc qui craque, voilà, qui fait une faille dans sa carapace d'apparence et de bienséance, il pète à câble. Donc il y a un petit côté vraiment psychopathe bien comme il faut. Et je trouve que c'est voilà, très bon acteur, très bon ajout, qui donne un petit peu de dimension à un personnage qui, dans les livres, bon, mais c'est juste, il arrive avec une armée et machin et c'est tout. Donc voilà, excellent ajout et sa relation avec Daeron est très cool. Donc voilà, parce que Daeron, c'est un petit peu c'est le gardien de Daeron, hein, c'est lui qui l'a élevé, etc. Et il y avait quelques choix dans la mise en scène, quelques choix dans le jeu de l'acteur qui joue Daeron où on comprenait très bien leur dynamique, un petit peu leur passé, où par exemple Daeron arrive un petit peu avant tout le monde à capter quand est-ce que Hormoon va péter un câble, etc. Donc il a compris, voilà, il a capturé comment on appelle ça, sa gestuelle. Donc tu sens bien qu'il y a une sorte de relation un petit peu abusive entre Hormoon et Daeron. Non pas que Hormoon ait pu être au violent avec Daeron, mais ça se voit que Daeron a grandi dans un foyer où la figure parentale peut péter un câble à n'importe quel moment pour des raisons un peu stupides, etc. Et tu comprends bien que Daeron, il est pas à l'aise, il a réussi à intégrer un petit peu tous les signaux d'alerte en mode ah ben là il va commencer à péter un câble, donc il faut que je réagisse comme ça, il faut que je dise machin, il faut que je m'écrase, il faut voilà donc je trouve que c'était très bien joué. Et puis au-delà de ça, Daeron, ça se voit bien que ça reste un chic type, donc ça fait aussi, comme on a pu voir les bons côtés de Daeron euh, du côté des Noirs, là aussi, on peut voir aussi les côtés positifs dans le camp des Verts. En fait, ça montre bien que dans les deux camps, il y a des connards et des gens qui sont bien. Donc, pareil, Daeron, sa relation avec Gwaine, donc son oncle, donc le frère de sa mère.
Là aussi, ça se voit avec très peu de scènes, et on comprend très bien un petit peu tout l'historique des personnages, que ben, pour le coup, Gwen et Daeron s'apprécient vraiment. Genre l'un comme l'autre, c'est un petit peu voilà, les seules personnes avec qui ils peuvent être vraiment honnêtes, etc. Donc voilà, les scènes avec Ormond, avec Daeron et tout ce qui se passait à Tumbletown, euh, c'était toujours des scènes que j'avais envie de voir. Donc voilà, bon ajout là-dessus. Euh, Point un petit peu plus négatif avec Beyla. Donc voilà, donc Beyla, la fille de Daemon, qu'on voit en haut à gauche, c'est un des personnages qui a été le moins bien adapté, je trouve, selon moi. Bon, le personnage fait pas des décisions à la con, etc. Mais je retrouve pas vraiment la même étincelle que le personnage me provoquait dans les livres. Voilà, Bella, c'était un peu censé être la rebelle, l'impétueuse, un peu n'en fait qu'à sa tête. Et là, je la trouve bien sage, bien triste, etc. Et on amorce un petit peu une sorte de relation avec un autre personnage que j'ai trouvé assez rushé et pas très développé. On a juste fait, oh, on les a fait discuter une ou deux fois à un moment et puis c'est tout. Bon, voilà, donc c'est dommage parce que j'aime beaucoup le personnage dans les bouquins et là je trouve qu'elle est un petit peu beaucoup plus terne, beaucoup moins brillante, beaucoup moins pétillante. C'est un peu dommage. Mais là aussi après voilà, aucun problème de jeu, voilà, je critique pas l'actrice, je critique plus les choix d'écriture que vraiment l'exécution des scènes, ce genre de choses. Par contre, de l'autre côté, un personnage qui dans les livres avait vraiment aucune aspect un petit peu de rédemption vis-à-vis de son personnage, c'était Kristen Cole. Là, pour le coup, dans l'adaptation, alors ça reste un connard, comme dans les livres, mais depuis qu'il s'est lancé en campagne, voilà, dans la guerre, ils ont développé avec lui un sorte d'aspect nihiliste et un petit peu suicidaire. Voilà, c'est que il marche vers sa mort, mais que c'est un petit peu comme ça qu'il reprend le contrôle de sa vie, lui qui a passé toute sa vie en servitude à des seigneurs, à des princesses, à des reines et machin. C'est un petit peu voilà l'occasion de voilà, il a un peu l'occasion d'orchestrer, d'organiser sa propre mort. En mode, bah, c'est comme ça que je le ferai. Ce sera dans ces conditions-là pour moi parce que je l'ai décidé. Et tout ce développement de nihilisme et d'aspect un petit peu suicidaire et détaché, je trouve que il n'y a pas toujours eu des très bonnes adaptations avec ce personnage-là, mais là je trouve qu'avec cet aspect-là, je trouve que c'était une bonne addition et en plus qui était intelligente vis-à-vis de ce personnage-là, qui m'a fait un petit peu pas attendrir parce que ça reste quand même un connard, mais qui vraiment donnait ouais, un personnage vraiment à trois dimensions. C'est un petit peu ça l'aspect un petit peu l'aspect le plus faible de Feu et Sang, c'est que c'est un livre très factuel. Il s'est passé ça, machin, mais on n'a pas de détails de personnalité et de dialogue. Et parfois, voilà, House of the Dragon arrive à bien donner de la matière à ces personnages-là, et notamment avec Kristen Cole, avec tout cet aspect ouais, j'en ai plus rien à faire, peu importe, je n'ai pas d'importance. Dans une guerre avec les dragons, nous ne sommes que de la poussière sous leurs pieds. Donc voilà, c'était parmi les meilleures scènes de enfin parmi les meilleures scènes. Ça a vraiment redonné un aspect vraiment intéressant au personnage et pas juste je suis un connard et machin et je suis un raciste, misogyne, enfin non pas raciste mais je suis misogyne vis-à-vis de Rhaenyra machin. Donc ça donne vraiment un petit peu de consistance à un personnage qui n'en avait pas forcément beaucoup dans les livres. Donc c'est cool. Ouais, c'est sûr. Les personnages dans God sont tellement mémorables, c'était top. Oui, c'est sûr, dans Game of Thrones, il y avait des très bons personnages. Après, moi, par exemple, le Viserys, encore aujourd'hui, j'y pense, hein, très très bon. Il faudra voir quand la série sera terminée, mais ouais, pour le moment, Viserys, même Otto Hightower, il m'a énormément marqué comme personnage. Donc, je pense qu'avec le temps, il faudra voir comment ça évolue, mais je pense qu'on aura quand même quelques personnages qui vont un petit peu bien résister au temps et à l'oubli des gens, donc je pense qu'on aura quelques personnages un petit peu mémorables. Alors, côté Harrenhal cette saison, la saison dernière c'était Daemon qui était à Harrenhal pendant toute la saison et c'était un petit peu redondant au bout d'un moment, il est vrai. Là, cette saison c'est autour d'Aemond et même s'il y a un petit peu moins de problèmes on fait un petit peu tout le temps la même chose, il me tarde vraiment de voir ce qui va se passer avec Aemond. Le casque qui se coupe bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je disais, il va beaucoup plus... Enfin, il me tarde beaucoup plus de voir ce que Aemon va faire en saison 4.
Parce que là, en saison 3, voilà, c'est beaucoup plus introspectif. Alors, il y avait des choses intéressantes, hein, notamment vis-à-vis d'Alice, etc. C'était moins chiant qu'avec Daemon, mais c'est vrai que c'est comme dans le livre. Les gens, ils vont à Arenal et ils y restent pendant 6 mois et on se fait chier. Enfin, on se fait chier. C'est qui tout double. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Donc là, voilà, c'était quand même mieux maîtrisé qu'avec Daemon, c'était moins redondant, etc. Mais c'est vrai que Hall, il y a des trucs intéressants vis-à-vis de voilà d'Alice parce que c'est un personnage assez mystique et tout ça. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, il faut leur faire un petit peu plus de choses. C'est un petit peu dommage. Donc non, la brune, c'est pas Jenny de Vieille Pierre. Jenny de Vieille Pierre, alors peut-être qu'elle est déjà née, mais Jenny de Vieille Pierre, c'est la femme. Techniquement, c'est la femme d'un des fils de Egg de A Knight of the Seven Kingdoms. Donc en termes de chronologie, Jenny, elle est 70 ans après, quelque chose comme ça. Donc la brune, c'est une, euh, une survivante de la maison des arènes. J'en dis pas plus, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît, on va dire ça comme ça. Donc qui est peut-être un peu dans la magie, un petit peu dans la science, un peu des deux, un petit peu voilà. Donc voilà. Mais non, c'était pas Jenny de Vieille Pierre. C'était pas la femme de la chanson. Par contre, pour son frère Aegon II, donc voilà en bas à gauche, qui se retrouve un petit peu en fuite hein, durant cette saison, vu qu'il a fui la capitale quand Rhaenyra l'a prise, la capitale. Tom Glencarny, c'est vraiment un acteur fantastique qui arrive à rendre ce personnage odieux. Alors, vraiment, Aegon II, c'est un personnage vraiment odieux. Et bon, il peut remercier l'écriture de son personnage aussi, mais c'est vraiment un acteur qui est très très bon et qui arrive même à rendre ce personnage par à coup sympathique et charismatique, alors que voilà, il a une sale tête, ça reste un gros connard. Il a des très très bonnes scènes il a des scènes humoristiques avec Larys. Il a des scènes beaucoup plus épiques avec son dragon. Il a une réplique dans le dernier épisode de la saison où il va voir un autre personnage et il lui dit clairement, ben en fait, je suis pas mort, je suis en vie, espèce d'imbécile. Et la manière dont il parle et qu'il donne ses répliques, c'est vraiment, ouais, Tom Glencarny, excellent acteur. Ce qui fait que le personnage d'Egon 2, qui est censé être l'un des plus détestables, on l'a vu assister à des combats d'enfants dans les quartiers malfamés de la ville, tout ça. Mais malgré tout ça, je sais pas, il arrive à créer un truc. Voilà, il a des scènes assez drôles avec Larys. Beaucoup plus sincères aussi avec Larys hein, qui sont très très cool et les quelques scènes aussi avec les Lannister il y a un côté vraiment on sent qu'il a une remise en question durant cette saison qui a l'air assez sincère et avec tout ce qui se passe au niveau de son dragon aussi après c'est plutôt cool. Donc c'est voilà, j'en ressors plus satisfait que vis-à-vis d'Aemon cette saison. Donc ouais, très bien écrit, il a des bonnes scènes et ouais, l'acteur est tellement bon que oui oui, le I'm alive, imbecile, c'est quelque chose. C'est voilà, en plus c'est des tout petits trucs hein, mais c'est ce qui fait que des personnages marquent bien. Donc voilà, Aemond pas le plus fun cette saison, c'est dommage hein, parce que l'acteur il a une tête. Regardez-moi cette mâchoire sans déconner. Euh, il a une présence non négligeable, mais c'est un peu voilà, il est dans le cul-de-sac arénal, il faut qu'il en sorte et puis une fois qu'il en sera sorti, ce sera mieux. Par contre, il aura l'une des meilleures scènes de la saison prochaine. S'ils font bien la scène auquel je pense, ce sera l'une des meilleures scènes de la série et peut-être de l'univers. Mais bon, en espérant qu'il la fasse bien cette scène, on verra. Mais voilà, aussi là, Aegon 2, qui pour le coup, dans les livres, est plus chiant que son frère Aemond. Là, pour le coup, cette saison, c'est l'inverse. Il était moins chiant qu'Aemond. Ouais, tout à fait, avec le lac, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, chut, chut, pas de spoil. Cette saison, on a aussi passé pas mal de temps avec les semences de dragons. Donc les fameux bâtards qui ont pu dompter des dragons. Donc on a Hugh, Hugh, Hugh Hammer, donc Hugh le marteau, donc l'ancien forgeron qui a le dragon Vermitor, qui est le deuxième plus gros dragon du monde. Donc voilà. On a aussi Adam, qui y a juste à sa droite, donc l'un des fils bâtards de Corlys, la main de la reine. Et on a aussi Ulf le Blanc qu'on voit là. Et on a passé pas mal de temps avec eux cette saison puisque ben, ils sont assez importants parce que c'est un petit peu ce qui permet d'asseoir vraiment le pouvoir de Rhaenyra hein, parce que trois dragons supplémentaires
c'est avoir vraiment l'avantage en termes de dragon, hein, tout court, parce que bon, Aemond qui est dans le camp opposé a beau avoir le plus grand, ben à 2 ou 3 contre 1, ben t'as beau avoir le plus grand dragon, ben ça va pas le faire. Et on passe beaucoup de temps avec eux parce que ben en fait on se rend compte que ici on est dans des situations qui sont peut-être meilleures qu'avant, mais c'est pas forcément des bonnes situations pour autant. Voilà, Scribe, tout ce qu'il voulait, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation, être chevaucheur de dragon, voilà, je vous laisse débattre en commentaire. Et on montre bien que, ben en fait, il faut pas non plus être. Enfin, c'est pas parce que c'est des gens qui sont de basse naissance et tout ce que tu veux, qu'il faut forcément les traiter comme de la merde, parce que ben, ce sont des gens qui ont des dragons. Donc attention à comment tu les traites. Et on les voit un petit peu chacun explorer. Ben voilà, Yu, il a envie de retrouver sa femme. Ulf, il a juste envie de retrouver ses potes au bar et y avoir un château. Et Adam, lui, c'est avoir vraiment la légitimité du nom de son père, etc. Et on a plein de scènes avec ces trois éléments-là qui sont, je trouve, bien développés. Et quand les choses commencent à vraiment changer vis-à-vis de ces personnages-là, de leur allégeance, de leur état d'esprit, c'est pas surprenant, c'est bien amené en amont, c'est bien traité, et tout le monde n'a pas forcément la même philosophie vis-à-vis de comment ils sont traités par Rhaenyra et par leur camp et par Daemon. Donc c'est bien, ça montre que bah, tout le monde n'a pas le même caractère, après, bon, tout le monde n'est pas traité de la même manière, même entre les trois personnages, mais voilà, ça montre bien que ben, c'est des gens différents, des personnalités différentes qui recherchent des choses différentes, qui sont plus ou moins quoi, plus ou moins lâches, plus ou moins à même d'aller dans la mêlée et tout ça. Donc voilà, ça donne un petit peu plus de relief à ces semences de dragon. Là où aussi dans les livres, il y a un petit peu le côté de, ben, en fait, ah ben ils ont fait ça, 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 et vu qu'on n'a pas vraiment leur motivation, ça peut parfois paraître un petit peu unidimensionnel et simpliste, etc. Donc voilà. J'ai dû rater, oublier, Maison du sang de Targaryen, ces deux gens-là, le marteau et Ulf le Blanc. Euh, Probablement. Alors même, alors, alors oui, ce sont des bâtards. Enfin, c'est probablement des bâtards parce que normalement, les gens qui chevauchent de dragons doivent avoir du sang valérien. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose de véridique ou est-ce que c'est un récit construit par les rois Targaryens, par les gardiens des dragons pour un peu enfin, d'entretenir ce statut royal, magique, etc. Ou est-ce que c'est juste du mytho? C'est probablement vrai, mais on n'est pas sûr à 100%. Mais c'est probablement vraiment des bâtards Targaryens. Dans ce qu'on a raconté dans, par exemple, You, il a peut-être dit que ouais, ben en fait ma mère, je crois elle bossait dans un bordel et machin, et elle a déjà dit qu'un de ses clients c'était un des Targaryens machin. Donc c'est probablement, c'est plus que oui, c'est très probablement des Targaryens, des bâtards Targaryens, même si il y a une mince possibilité pour que ce soit juste des gens normaux qui en fait ben, ont pu chevaucher des dragons parce que ben, les dragons on les comprend pas, c'est des créatures qu'on comprend pas vraiment. Dans la série ils disent he or she quand ils parlent de dragons, donc il ou elle, mais les dragons dans le lore, ils n'ont pas vraiment de sexe, sauf au moment de pondre des œufs. Enfin, donc c'est des créatures qu'on comprend pas vraiment parce que Valyria n'existe plus. Donc en fait, on ne sait pas vraiment comment on les contrôle. Est-ce que les gens les contrôlent vraiment? C'est aussi des questions qui sont posées dans la série, hein. Les dragons, c'est pas forcément toujours des créatures qu'on commande, hein. Donc voilà. Mais oui, c'est probablement des bâtards, même si et peut-être que machin. Mais bon, oui, voilà, probablement. Mais alors l'image, elle est où l'image? Il va y avoir une deuxième. Bon bref, il n'y a pas de deuxième image. C'est pas très grave. Bah attends, mais si. Bref, c'est pas très grave. Euh, Voilà. Alicent, on sent bien que les scénaristes sont un petit peu en train d'inventer des raisons de la garder dans la série et c'est un petit peu l'un des points, ouais, c'est l'un des points faibles de la série. Maintenant, c'est dommage hein, parce que Olivia Cook, très bonne actrice, rien à redire. Mais ouais, à ce stade-là, normalement, ce personnage a plus grand-chose à faire et du coup, on lui fait faire des choses qui n'ont aucun sens à droite, à gauche et machin. Et donc bon, même en termes de à quel point elle est prête à sacrifier ses enfants, je trouve que c'est pas du tout en ligne avec ce qu'elle devrait être et faire. Donc voilà, ouais, voilà, c'est poussif un peu Alicent, c'est dommage parce que ces scènes avec Rhaenyra sont plutôt cool, mais dans le reste des scènes, ça coince un peu plus. Par contre, Helena, là aussi, comme Viserys, on y gagne dans la série, parce que dans les livres, c'est juste, ah bah c'est une reine qui est contente, elle est machin, et, voilà. Et elle a pas trop de personnalité. Là, dans la série, on lui donne cet aspect de rêveuse et un petit peu sur le spectre autistique, donc elle a des comportements pas très typiques. On voit bien qu'elle est un petit peu hantée par les visions qu'elle a, par les rêves qu'elle a, et elle essaie de les
communiquer aux gens et elle y arrive qu'à le faire que via ses tapisseries et tout ça. Donc voilà, on gagne au champ vis-à-vis d'Elena, c'est cool. Par contre, ils ont enlevé tout un pan de son personnage en adaptant pas du tout Maylor. Et bon, ils trouvent des chemins un petit peu plus indirects pour amener avec un point très important vis-à-vis d'Elena dans cette saison. Bon, ouais, pourquoi pas, mais disons que ça reste un peu cryptique et c'est dommage. Je trouve qu'ils ont un petit peu, là, c'est un petit peu des choix d'adaptation qui, pour le moment, a pas l'air très important et c'est pas si grave s'ils ont omis certaines choses. Par contre, en effet, boule de neige, là, ça va peut-être commencer à avoir des problèmes vis-à-vis de, notamment vis-à-vis de la, du peuple, on va dire ça comme ça. Je vais rester vague, mais bon, voilà. Mais globalement, le personnage est quand même plus intéressant à suivre que dans les bouquins. Euh, Bon, par contre, niveau prod, niveau effets spéciaux, niveau bataille, ouais, là franchement, ça a de la gueule, ils ont mis de l'argent et ça se voit. Donc, ouais, voilà, Matt, oui, quand Alison dit on a rien à foutre de ma petite fille, on se casse, non, ça passe pas pour le coup. En termes de choix de personnage, là, c'est pas du tout fidèle, je trouve. Ouais, voilà, niveau bataille, rien à redire, que ce soit la bataille en début de saison, qui aurait dû être la bataille de la fin de saison d'avant, mais HBO, enfin oui, HBO slash Warner, ils ont dit non, non, pour des raisons budgétaires, vous faites que 8 épisodes et pas 10, et à cause de la grève des scénaristes, ils n'avaient pas pu remodeler la saison, ce qui fait qu'en fait, les deux premiers épisodes de la saison 3, c'est les deux derniers épisodes de la saison 2, hein, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc voilà, la bataille du Gosier en début de saison, exceptionnelle, bataille navale, complètement dingo de partout, ouais, les combats plus épée contre épée ou navire contre navire, c'était cool. Et les autres scènes de bataille dans la série, franchement, rien à redire. Ils ont mis l'argent, les armures sont cool, ils ont bien intégré les dragons dedans. On a un sens de l'échelle qui est plutôt cool. On sent que c'est des grandes batailles et tout ça. Donc, House of Dragon n'a jamais eu vraiment un problème de prod et de costume, d'armure. Enfin, je trouve qu'on. Voilà, c'est très très cool. Et aussi, ce personnage-là, il est plutôt cool. Roderick Dustin, aka Roddy la ruine. Euh, voilà, un des leaders de l'armée du Nord qui est qui a un petit côté viking aussi par la manière dont il est représenté, qui mène les armées avec un ado de 15-16 ans et je trouve ça très très drôle, hein. C'est vraiment le truc de le travail te fera enfin, fera que tu seras meilleur ami avec un gars de 60 ans alors que t'en as 16 et là typiquement c'est la même chose, hein. C'est vraiment mon meilleur pote c'est Roddy Larwin qui a 60 ans alors que j'en ai 16, ça me fait beaucoup rire mais c'est ce genre de duo improbable qui fait un petit peu des présences marquantes, hein, dans cette série là. Euh, Point noir selon moi, le personnage de Reina, qu'ils ont décidé un petit peu de fusionner avec un autre personnage des livres qui s'appelle Horty. Du coup, ils ont fait que, ben en fait, elle se met en quête d'un dragon beaucoup plus tôt que normalement, enfin que normalement, que vis-à-vis des bouquins. Et en fait, toute cette storyline, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle ait débouché sur quelque chose. Enfin, en tout cas, à la fin de la saison 3, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment beaucoup avancé parce qu'on est un petit peu revenu à un point beaucoup plus en arrière. Donc je suis un peu en mode, j'ai un peu l'impression qu'on avait perdu du temps. Alors pourquoi pas juste donner le personnage d'Orty dans la série pour un petit peu articuler les scènes autrement et pas se retrouver dans un cul-de-sac avec ce personnage-là en fin de saison. Parce qu'en plus, Rhaena, normalement, elle était censée garder les deux enfants de Daemon et de Rhaenyra, donc Aegon et Viserys. Et à aucun moment de la saison 3, on fait mention vraiment clairement de ah ben j'ai pas de nouvelles de Rhaena, de Pentos, elle est censée garder les enfants, machin. Jamais c'est mentionné. Et quand Rhaena finit par retrouver ces membres-là de la famille, à aucun moment dans la saison, on a un dialogue en mode t'as abandonné mes enfants alors que t'avais chargé de les protéger. On n'a jamais eu cette scène. Alors que elle était quand même chargée de protéger le futur de la maison Targaryen et machin et tout ça. Et donc c'est un petit peu. C'est typiquement ce genre de scène qui manque un petit peu dans. On est tellement, j'ai l'impression, en train de rusher pas mal de choses parce qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes que. Bah, ouais, il nous manque des scènes vraiment qui donneraient vraiment un petit peu de complément et qui fassent suite à des scènes qui se sont passées avant, à des éléments d'histoire qui se sont passés avant. Donc je pense ouais, on nommait pas mal de choses qui sont intéressantes, enfin qui pourraient être intéressantes en plus parce que ben, c'est ça l'intérêt de la série, c'est que c'est des dramas familiaux, interpersonnels, etc. Donc ouais, personnage de Reina, je comprends pas trop ce qu'ils font à ce niveau-là. Normalement les coupures ont fini maintenant, je pense que les bars sont revenus en vert, donc
Vous avez pas raté grand-chose. Et voilà, et j'ai mis cette image là parce que voilà, pour souligner le fait, voilà, en bas à droite que la série a toujours des moments forts en termes de mise en scène. Elle a une sorte de recréation de la scène, donc la scène biblique hein, qui commence par un C, euh, qui était très très jolie. Et un petit clin d'œil, A Feast for Traitors. Il faut savoir que le quatrième tome de la saga principale ça s'appelle A Feast for Crows, donc je pense qu'on est un petit peu dans un petit clin d'œil vite fait. Verdict, ouais, en termes d'adaptation, c'est de pire en pire. Enfin, oui, c'est de pire en pire, je trouve. C'est pas au niveau d'un Game of Thrones saison 6 à 8, selon moi, mais on s'éloigne de plus en plus, notamment au niveau des motivations et des choix de personnages. Ce qui est dommage parce que les scènes individuelles sont très très cool et il y a d'autres aspects de la série qui, pour le coup, sont aussi des adaptations qui sont bien, mais qui sont pas assez importantes ou nombreuses pour que ça rééquilibre la chose. Donc en termes d'adaptation, je trouve que on s'arrange pas trop. Je comprends que George R. R. Martin ait dit c'est plus mon histoire en fait, hein, ça dévie trop de ce que j'ai fait moi. Je comprends. Si vous arrivez à vous détacher de l'aspect adaptation ou que vous n'avez pas lu les livres, ça reste appréciable, ça reste du divertissement qui est plus que correct, qui est bon hein, quand même, hein, parce que ça a de la gueule, la musique est bien, les costumes sont bien, c'est bien foutu, les décors sont jolis. Donc en fait, ça reste quand même bien. Oui, ça reste bien. Ça reste meilleur que la saison 2, ça c'est clair. Moins bon que la saison 1. Mais c'est vrai qu'en termes d'adaptation, ouais, il y a des choix. Je me demande comment ils vont boucler tout ça, quoi. Donc, ouais. Et oui, pareil, cette saison 3 moins bonne que Night of the Seven Kingdoms. En même temps, Night of the Seven Kingdoms, c'est parmi les meilleures saisons de l'univers avec les 4 premières saisons de Game of Thrones, hein. C'était l'une des plus fidèles et aussi par conséquent l'une des meilleures. Donc ouais, c'était moins bon que Night of the Seven Kingdoms. Donc je suis plus hypé par la saison 2 de A Night of the Seven Kingdoms que par la saison 4 de House of the Dragon, quoi. Même si bon, je vais regarder avec intérêt, mais voilà, bonne série, moins bonne adaptation.